lorsque les gens se permettent de jeter de l'huile au feu, de poser des actes qui amplifient les déchirements, j'ai tendance à leur dire qu'ils ont tort et qu'ils seront condamnés par l'histoire. Je pense que tout doit être fait. Tout doit être fait et mis en œuvre pour que ces deux acteurs, Kabila et Tshisekedi, majeurs de la vie, politique nationale, se réconcilient et se mettent ensemble. Quand vous le rapprochez, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son agir, dans ses actions? Jusqu'en ma nomination, le 7 avril 2017, je n'avais jamais de ma vie rencontré Joseph Kabila. Jamais. Jamais. Même pas au cours d'une visite de nuit? Non. Je le voyais comme tout le monde sur le petit écran. Et 3 jours après ma nomination, soit le 10 avril, il me reçoit dans son bureau de travail de sa résidence de GLM. J'entre dans son bureau, il me serre la main et me toise froidement dans les yeux avant de me dire... Il vous toise? Il me toise froidement dans les yeux et longuement. Et il me dit, Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Ma surprise, c'est que ce qui sort de sa bouche, les conseils qu'il donne, la culture générale qui dégage, les envolées lyriques, un Français qui n'a rien à envier, à Chateaubriand. Ça me laisse perplexe. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741
et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Il aura milité pendant 3 décennies, plus de 30 ans de lutte pour la démocratie, aux côtés de l'intemporel Étienne Tshisekedi, de qui il avait d'ailleurs cessé d'être un simple compagnon des luttes. Il se raconte d'ailleurs à l'UDPS qu'il faisait partie des rares personnes qui chuchotaient à l'oreille du Sphinx. Les deux, ou ensemble, ils ont milité, combattu contre Mobutu, Kabila père et Kabila fils, de qui il sera d'ailleurs le tout dernier Premier ministre, début 2017, dans un contexte de tension. Cette dernière case cochée lui permettra d'être artisan, mais surtout témoin oculaire de la première alternance pacifique qu'a connue notre pays. Depuis lors, l'homme qui est passé de la prison au château de l'avenue du roi Baudouin avait complètement disparu des radars au point que plus personne n'avait de ses nouvelles. Certains ont pensé que Bruno Tshibala, parce que c'est de lui qu'il s'agit, avait pris sa retraite anticipée. Il s'était engouffré dans un silence de monastère 5 ans après. L'ancien Premier ministre a décidé de sortir de sa tanière. Et c'est heureusement, ça tombe bien, notre chaîne qu'il choisit pour signer sa rentrée politique. L'annonce de l'émission a suscité beaucoup de commentaires au point qu'on se demande de quoi va-t-il parler. On est content, en ce 17 mai, d'avoir sur notre plateau M. Bruno Tshibala Nzenze, ancien Premier ministre de notre pays et président du parti politique UDPS. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment vous sentez-vous? Je tiens tout d'abord, M. Jean-Pierre Kayembe, à vous remercier vivement pour votre invitation. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Je me porte plus ou moins bien. Vous avez une voix légèrement cassée. On sent que la grippe qui est en épidémie en ces moments. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir choisi notre média pour votre toute première grande interview après 5 ans. Merci. La question que d'aucuns se posent, c'est que vous êtes resté silencieux pendant longtemps, sans rien dire. Votre silence était-ce un repli stratégique ou simplement une obligation de réserve? Les deux. Mais je pense beaucoup plus à l'obligation de réserve que je m'étais imposée. Vous avez pris 5 ans. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui motive votre sortie? C'était nécessaire de m'être et d'observer et ensuite de, comme je le fais, de parler et briser donc le silence. Vous avez décidé de briser le silence. Observé. Formidable. On est content, on espère que notre public aura passé un excellent moment de télé. Vous allez libérer la voix davantage pour qu'on vous entende mieux. C'était un régal en ces 16 mai, ici sur notre antenne. On va parler de beaucoup de choses. Vous faites une sortie, évidemment, au lendemain d'une plénière très controversée au niveau du Sénat. On va parler de tout ça. Mais certains de vos détracteurs
disent que vous avez fait un passage à vide à la primature. Monsieur Bruno Tshibala, aujourd'hui, en face de nous, comment résumez-vous votre action des 2 ans et quelques mois à la tête du gouvernement? Jean-Pierre Kayembe, ceux qui le disent sont déconnectés de réalité politique de l'époque. Ils font une appréciation infondée et donc totalement erronée. Le gouvernement d'Union nationale de transition que j'ai eu à diriger n'était pas un gouvernement de plein exercice. C'était un gouvernement d'une courte transition assortie des missions précises prescrites par l'accord de la Saint-Sylvestre. Quelles étaient ces missions? Ces missions se résumaient à 4. La première et la principale, c'était bien entendu l'organisation des élections libres, démocratiques et apaisées. Et ensuite, la stabilisation du cadre macroéconomique. En troisième position, l'amélioration des conditions de vie de la population et enfin, la sécurité. À la tête de ce gouvernement, j'ai imprimé un rythme du travail résolu, volontariste, qui a permis à ce que, en conciliant les divergences de perception, nous avons réussi en fait à accomplir toutes les missions qui étaient dévolues à ce gouvernement. Toutes les 4. Toutes les 4 missions ont été accomplies. Je vais très brièvement revenir un peu sur ces missions. J'inverse l'ordre. En ce qui concerne la stabilisation du cadre macroéconomique, nous avons, au niveau du gouvernement, pris une série de mesures drastiques et des décisions importantes qui ont fait que la plupart de ces missions, dans un contexte de guerre civile, ont été, comme je l'ai dit, accomplies. Et donc, pour ce qui est du taux d'échange à notre arrivée, nous l'avions trouvé dans le rapport de $1, 1800 francs. Mon gouvernement a tout fait et a inversé les choses au point où... Vous l'avez laissé à combien? Oui, nous avons laissé à 1600 et pendant toute la durée de mon mandat, le taux d'échange a été stabilisé. C'est quand nous sommes partis de la primature que la dépréciation du franc congolais a repris au point d'atteindre le 2800 le dollar, qui est le taux jusqu'à aujourd'hui. Nous avons, en ce qui concerne le taux de croissance, nous avions hérité, lorsque nous arrivons aux affaires, un taux de croissance de 2,7%. Et grâce aux actions que nous avons menées, à la fin de l'année 2017, nous avons atteint un taux de croissance annuel de 3,8%. Et en 2018, nous avons atteint un taux de croissance de 4,2%. Donc, une croissance constante. À ce sujet d'ailleurs, le président de la fête de l'époque, Albert Youma, M. Albert Youma, n'a pas cessé de féliciter le gouvernement pour cette performance. Et même le meilleur économiste, M. Gaudien Poyo, le professeur d'université, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ne cesse de vanter le bilan de notre gouvernement. Les statistiques bien documentées
sont disponibles à la Banque centrale. Pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie de la population. C'était votre cheval de bataille. En tant que socialiste, j'ai tenu beaucoup à ce point. Donc nous avons combattu les commerçants véreux qui s'adonnaient à la spéculation et ceux qui recouraient à la suce du camélo. Nous avons maîtrisé les prix de denrées alimentaires, donc le produit de première nécessité. Nous avons payé les fonctionnaires de l'État, les professeurs d'université et le médecin. Avec des rounds interminables au niveau de la primature, ça nous prenait beaucoup de temps. Il arrivait qu'on conclue vers les 4h, 5h du matin. Nous avons fini par améliorer donc les conditions de vie et de rémunération de cette catégorie. Leur syndicat était conduit par des coriaces, comme le professeur qui l'ont belé, Tanguy fidèles, qui sont là et qui peuvent le témoigner. Et en ce qui concerne la sécurité, nous étions confrontés à deux problèmes. Au centre, il y avait l'insécurité, les massacres auxquels s'est livrée la milice Kamwena Sapou dans le Kasaï. Dans le Kasaï. Et à l'est, c'était toujours le pilulement de forces négatives avec les différents Maï, Mutomboki, Yamutumba, les ADF à l'époque qui s'est glissé à Béni. Je puis dire que des décisions ont été prises, ces terroristes ont été démantelés. Et nous avons créé les conditions qui nous permettent d'aller aux élections. Et en ce qui concerne les élections, je dois rappeler que nous n'étions pas en programme avec le Fonds monétaire international et avec la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. Mais par une action résolue, comme j'ai dit, nous avons réussi à financer sur fonds propres, donc le fonds du peuple congolais, ces élections dont le mérite, vous l'avez rappelé, a été de conduire à la première alternance pacifique, démocratique et civilisée dans notre pays, entre un président entrant et un président sortant. C'était la grande satisfaction du peuple congolais et de la communauté internationale, parce que très peu nous donnaient la chance de réussir cette performance, mais nous l'avons réussi. Et ce jour-là, ce 24 janvier 2019, quand vous êtes à la tribune, assistant à la passation civilisée des flambeaux, vous vous dites que c'est une mission accomplie avec succès. Lorsque M. Jean-Pierre, j'assistais dans la tribune à la passation civilisée des pouvoirs, je voyais le président sortant, Joseph Kabila, transmettre les insignes du pouvoir au président entrant, Félix Tshisekedi. Quelqu'un que vous connaissiez très bien, qui a été avec moi dans le même parti. Je dois vous avouer que j'ai eu par émotion quelques larmes. J'étais aux anges. Vous êtes dit, c'est le couronnement de tous les combats démocratiques que vous aviez menés. Vous savez, revenant de Bruxelles en 1991, le président Tshisekedi avait dit, c'est l'UDPS qui va organiser les élections. Et je me voyais en train de dire que je gagnais le pari qui avait été lancé par le Sphinx. Donc, j'avais atteint. Quel Premier ministre étiez-vous? Aviez-vous le plein exercice de vos fonctions? Je n'ai pas souvenance d'avoir eu une interférence dans l'exercice de mes prérogatives. J'étais un homme totalement libre de mes choix, libre de mes décisions. Mais évidemment, comme le dit
Réagissez votre micro, s'il vous plaît, c'est important pour comprendre. Évidemment, comme le Oui. dit l'ordonnance fixant le cadre de collaboration entre le président et le gouvernement, j'étais conciliant et on s'entendait très bien. Il n'existait pas, en votre temps, un gouvernement parallèle au cabinet du président, à la présidence de la République. On l'a dit dans l'opinion, mais personnellement, je me voyais dans la plénitude de mes fonctions. Et donc, je faisais ce que je devais faire à la tête du gouvernement. On connaît tous comment vous avez été nommé à la tête de ce gouvernement. Certains de vos détracteurs ont dit que vous avez plutôt été débauché par l'ancien président Joseph Kabila. Que répondez-vous à ces gens? Jean-Pierre, l'homme qui vous parle a passé 36 ans de lutte dans un combat à géométrie invariable. L'homme qui doit me déboucher n'est pas encore descendu sur cette terre des hommes. Et ce qui s'est passé, c'est que le président Tshisekedi m'a fait venir à Bruxelles en juillet 2016. Ouais. Il m'a chargé de présider les travaux de la conférence de Genval réunissant toute l'opposition. Il a rassemblé les principales têtes d'affiche d'opposition. Ouais. Nous avons tenu cette conférence et quelques résolutions avaient été prises, notamment le refus de modifier la Constitution en vigueur. Donc, pas de révision de la Constitution en vigueur. Pas de troisième mandat. Première résolution. Deuxième, nécessité d'avoir un dialogue avec le pouvoir. Le maintien du président Kabila pendant la courte transition d'une année et enfin la formation d'un gouvernement d'union nationale composé et du pouvoir et de l'opposition. Nous sommes rentrés au pays et nous avons eu le dialogue avec la CENCO. Après avoir rejeté le dialogue organisé à la cité de l'OUIA avec Edem Kodio. Ouais. Nous avons eu ce dialogue-là et les évêques se sont mis à travailler pour arriver à finaliser l'accord. C'était la désignation d'un premier ministre. Malheureusement, alors que les évêques devaient accomplir une mission pastorale en Suisse, le président Tshisekedi en a profité pour se rendre à Bruxelles consulter son médecin. Alors qu'on l'attendait pour parachever ce qui devait se faire, le destin s'est dressé sur le chemin du président. Il est mort. Et il est mort. Il est mort le 1er février 2017. Cette mort a entraîné, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, a entraîné une scission au sein du rassemblement. Il y a eu le rassemblement de Limete et le rassemblement de Kasavubu. Kasavubu, vous, avec Joseph Olengakoy. Joseph Olengakoy et moi-même comme porte-parole tel que décidé depuis Genval. Le président Kabila a initié des consultations. Il a invité les deux tendances. Les amis de Limete avaient décidé de ne pas répondre. Nous, on a répondu. Et au cours de la rencontre, nous avons présenté au président Kabila 5 noms. 5 noms des candidats au poste de Premier ministre. Il en demandait 3, vous êtes allé jusqu'à 5. Nous sommes allés jusqu'à 5. Après avoir estimé que les conditions étaient réunies pour qu'il nomme un Premier ministre, il a dit dans un discours radio-télévisé,
le 7 avril 2017, il m'a porté à la tête du gouvernement. Je l'en remercie. Et donc, je n'ai jamais été débauché. Je n'ai jamais trahi qui que ce soit. La procédure a été respectée. Et votre parti de l'époque va constater votre auto-exclusion. D'abord, je vous informe que lorsque vous lisez les statuts qui régissent actuellement l'UDPS Tshisekedi, j'en étais co-rédacteur avec le président. Il n'existe pas la sanction auto-exclusion. Mais comme je l'ai dit, nous avions... Pourtant, il revenait tout le temps, chaque fois que membre s'écartait de la ligne. Non, lisez le statut. Okay. Je mets quiconque au défi de prouver qu'une telle sanction existe, parce qu'un parti démocratique ne peut pas adopter des sanctions qui ne cadrent pas avec la démocratie que nous prônons. Et donc, je n'ai pas été exclu. Je n'ai pas été auto-exclu. Ça a été une décision qu'il lançait à tout vent. Nous étions l'UDPS et ils étaient l'UDPS Tshisekedi. Et donc, j'ai exercé mes fonctions comme il fallait. Je n'ai jamais trahi. Aujourd'hui, vous êtes et président. Je n'ai jamais été débauché. Jamais été débauché, jamais trahi. Vous êtes à la tête de votre parti, l'UDPS, comme on dit, sans épithète. Certains vont jusqu'à dire que la véritable UDPS, c'est vous, et pas les autres. À un moment donné, il y a eu quelques pics. Tantôt plus tôt, on ira au siège, on n'ira pas finalement. Vous avez décidé d'évoluer de vos propres ailes sans compter sur les autres, sans les provoquer. C'est une constante dans notre pays, qu'à un certain moment, les membres d'un parti, les compagnons se déchirent et ils créent deux partis distincts. Le MNC Lumumba, nous avons connu après le congrès d'Elisabethville, le congrès de Saint-Léville, de MNCL, Lumumba et MNCK, Kalonji. Lors des élections de mai 60, ils se sont présentés et Lumumba a eu la chance de réunir une coalition majoritaire qui lui a permis de former le gouvernement. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe là-bas, parce que vous avez passé des années entières, 36 ans dans ce parti, reconnaissez-vous l'UDPS pour laquelle vous vous êtes battu? Je préfère, Jean-Pierre, vous dire que avant que l'UDPS soit, je fus. Je connais tous les membres du parti qui ont servi dans la clandestinité jusqu'à ce qu'en 24 avril, nous sommes arrivés à un parti classique, donc un combat ciel ouvert. Ceux qui sont là-bas, pour la plupart, ils ont adhéré au parti après les événements auxquels je faisais allusion tout à l'heure, donc après Genval. Après Genval, après le parti ait connu la scission. Et donc, je ne sais pas émettre un jugement sur ceux qui sont là-bas. Je connais que la plupart des cadres... Regardez les vidéos qui vous ont caractérisé, pour lesquelles vous vous êtes battu des années durant. En regardant les têtes qui sont avec moi au sein de l'UDPS, sans épithète, comme vous l'avez rappelé, je me dis que l'âme de l'UDPS se trouve là. Bien. On a beaucoup de questions à vous poser. On espère qu'on ne va pas abuser de votre temps, M. Bruno Tchibalanzenzé. Revenons à votre passage à la tête du gouvernement. À ce moment-là, ce soir à Lacan, sur la télévision publique, l'ordonnance présidentielle vous nommant élu. Qu'est-ce qui vous passe à l'esprit? Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là? Je me dis qu'après autant de luttes acharnées pour réclamer la démocratie et le changement, que c'était le moment de prendre mes responsabilités pour traduire en acte
le rêve que nous avions caressé est d'avoir ce pays, devenir un pays démocratique et connaître un véritable changement sur le plan de sa gestion, sur l'objectif d'en faire un grand pays au centre de l'Afrique. Et le sort vous impose une cohabitation avec celui que vous aviez longtemps combattu, l'ancien président. J'aimerais savoir quels étaient vos rapports avec M. Kabila. C'est une intéressante question. Je vais vous dire, Jean-Pierre, que pendant mes emprisonnements, j'en ai connu. J'engageais beaucoup de réflexions sur beaucoup de points. Et comme le président Rabi Bourguiba disait que la prison, c'est un haut lieu de réflexion et de lecture, j'ai eu à penser aux causes de l'échec que nous avons connu dans notre histoire politique avec le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, le président Kasavubu et Tchombe, le président Mobutu et Moulamba, le président Mobutu avec Etienne Tshisekedi, à plusieurs reprises. Cela m'a amené à la conviction qu'il faut entretenir des rapports qui ne sont pas de nature à créer des déchirements capables de contribuer à des crises institutionnelles. Voilà pourquoi, arrivé aux affaires, j'ai mis cette conclusion en application et j'ai eu des rapports cordiaux, teintés de respect mutuel, de considération, de respect de la division du travail, et ça s'est très bien passé. Au point où le président Kabila n'a pas manqué de dire que le camarade Bruno Tshibala, c'est un homme d'État. Un homme d'État. On a dit beaucoup de choses sur M. Kabila. Vous, en tant qu'opposant de l'époque, vous avez dit beaucoup de choses. On les dit encore aujourd'hui. En presque 17 ans ou 18 ans de règne, il en a vécu des vertes et des pas mûres. Quand vous le rapprochez, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son agir, dans ses actions? Jusqu'en ma nomination, le 7 avril 2017, je n'avais jamais de ma vie rencontré Joseph Kabila. Jamais. Jamais. Même pas au cours d'une visite de nuit? Non. Je le voyais comme tout le monde sur le petit écran. Et 3 jours après ma nomination, soit le 10 avril, il me reçoit dans son bureau de travail de sa résidence de GLM. J'entre dans son bureau, il me serre la main et me toise froidement dans les yeux avant de me dire... Il vous toise? Il me toise froidement dans les yeux et longuement. Et il me dit, Monsieur le Premier ministre, asseyez-vous. Ma surprise, c'est que ce qui sort de sa bouche, les conseils qu'il donne, la culture générale qui dégage, les envolées lyriques, un Français qui n'a rien à envier, à Chateaubriand, ça me laisse perplexe. Vous vous retrouvez en face d'un Kabila cultivé? Oui, je suis épaté. Vous qui aimez lire? Oui, je suis épaté. Je me dis, mais tout ce qui a été dit, répandu, colporté à son sujet, mais ça n'a rien à voir. La première impression qu'il vous donne est plutôt positive? C'est une plus que positive. Un homme posé, cultivé,
et qui dit des choses essentielles. Et je suis sorti avec un étonnement pour dire qu'il ne faut jamais croire à ce qui se raconte, il faut plutôt vérifier. Et je venais de vérifier qu'il n'avait rien à voir avec tout ce qui a été dit à son sujet. Quand il préside des réunions de conseil des ministres ou d'autres réunions interinstitutionnelles, quelle était son attitude vis-à-vis de votre personne? Généralement, c'est un homme qui a beaucoup de respect et de considération pour ses collaborateurs. Avant la tenue du conseil des ministres, nous avons 30-40 minutes de concertation pour que nous ayons un entendement commun des problèmes. En tête-à-tête avec lui. Oui, un tête-à-tête avec lui, et avant d'aborder le point en conseil des ministres. Et il parle en un homme posé, un homme attachant. A-t-il pris des décisions importantes sans vous consulter? Non. Non, lorsqu'il y avait une question sur laquelle nous n'avions pas un même entendement, j'allais à son bureau, je le voyais, il me recevait, nous débattions. Ah, ça m'amène justement à poser des questions sur les divergences que vous aviez. C'était de quelle nature? Oui, nous débattions de la question, si bien qu'en conseil des ministres, il n'y avait aucun accroc. Il y avait donc une convergence totale. Donc nous n'avons jamais eu de divergences substantielles entre nous parce que tout était aplani avant la tenue du conseil des ministres ou avant qu'une ordonnance soit promulguée concernant telle ou telle Mais à côté, il y avait son entourage, la guerre au palais qui ne manque pas toujours. Vous retrouvez parfois victime des combines, à glisser sur des pots de bananes, ou certains qui enviaient votre poste. Jean-Pierre, ce sont des choses qui ne manquent pas dans les sphères de pouvoir. Mais en ce qui me concerne, le président Kabila avait demandé à ses collaborateurs de me prêter main forte, de travailler sincèrement avec moi. Et tout s'était très bien passé. Voilà pourquoi nous avons atteint, comme je disais tout à l'heure, tous les objectifs que s'était assigné mon gouvernement. Si on vous demandait de vous auto-évaluer, vous direz que vous étiez un Premier ministre parfait qui a excellé dans les assignations lui données par l'Assemblée nationale. Oui, c'est le cas de le dire. Parce que je ne vois pas une seule tâche qui n'a pas été accomplie. Nous avons accompli toutes les missions nous assignées. Et au sortir de ce gouvernement, contrairement à ce qui se passe d'habitude, nous avons organisé de faire des réjouissances pour dire mes propres missions accomplies, nous pouvons retourner conscience tranquille à la maison. Bien, ça c'est impressionnant. Mais vous entrez en tant qu'opposant, vous ressortez membre du FCC. Comment expliquer cette transition? Vous faites bien de poser cette question, monsieur Jean-Pierre. Il faut dire que la création du FCC est une initiative commune du président Kabila et du gouvernement. Okay. Nous avions estimé qu'après avoir abattu un travail des titans qui a donné des résultats élogieux, il était plus que normal, compréhensible, que nous puissions aller à une plateforme électorale commune pour défendre ces bilans élogieux. À force de vivre ensemble, vous avez fini par développer de la sympathie ou une certaine complicité. Oui. Vous savez, moi je suis un révolutionnaire marxiste-léniniste depuis ma jeunesse. Monsieur Kabila, le président Kabila, né à Ewabora, d'un père maquisard, et en apprenant un peu quelques lignes de ma trajectoire et ce qu'il est, nous avons fini par faire une sorte d'entente des révolutionnaires, indépendamment du fait que dans l'opposition, je l'ai combattu et lui était membre du PPRD, enfin président du PPRD. Donc, je dirais que nous étions écoulés au mont moule révolutionnaire
et ça s'est très bien passé entre nous. On vous appelait Saint-Bruchi. Monsieur Bruno Tchibala, qu'on peut dire que vous aviez des mains sans tâche. La question à savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous aviez caressé l'idée d'être le dauphin de l'ancien président? Venant de l'opposition, 2 ans à la primature, vous était-il arrivé en tête de vous dire que vous pouviez être candidat président de la République? Jean-Pierre, j'ai des convictions sérieusement élaborées. Je n'ai pas d'ambition démesurée. Okay. Je pense qu'un homme qui a ambition de devenir président un jour, et comme disait Pierre Moscovici, ministre français, doit pouvoir se préparer. Okay. Il faut se préparer si vous ambitionnez un jour de briguer la magistrature suprême. En ce qui me concerne, sans fausse modestie, je suis un homme cultivé. Je me dis, dans le parcours, si un jour il peut se poser la question, et si mes compagnons de lutte me demandent de briguer tel ou tel poste, je vais examiner. Et donc, je ne pourrais pas dire aujourd'hui que je pourrais devenir tel ou tel. Vous savez que pour être candidat d'un parti à une élection, notamment l'élection présidentielle, il faut que le congrès de ce parti vous désire. Ouais. Et donc, comment se porte d'ailleurs votre parti, l'UDPS? Moi, je m'en tiens à cela. L'UDPS se porte comme du charme, se porte très bien. Les activités étaient enveilleuses en raison de la conjoncture, la situation politique au pays. Après l'alternance qui était intervenue, nous avons estimé qu'il fallait stopper. Vous allez relancer? Oui, en contre-relancer et très bientôt. Bien. Quand le président Tshisekedi arrive au pouvoir, la nature s'arrange pour que ce soit 2 fils UDPS, l'un à la présidence, l'autre à la primature. Vous avez expédié les affaires courantes pendant près de 7 à 8 mois. Quels étaient vos rapports? D'abord, en tant que Premier ministre, est-ce que vous aviez, à l'époque, avant les élections présidentielles, étiez-vous en contact avec le président Tshisekedi Félix? Et quand il devient président, comment ça se passe en ce moment, la première fois que vous vous rencontrez? Ça a été une rencontre teintée de beaucoup d'émotions. Que 2 fils de la maison UDPS se retrouvent, l'un Premier ministre, l'autre président de la République. Vous savez, le président, c'est quelqu'un que j'ai connu précisément le 11 août 1983. Vous retenez bien les dates. Lorsque les congressmen américains étaient venus au Zaïre à l'époque rendre visite à la direction de l'UDPS. La rencontre a lieu à l'Inter. Malheureusement, la DSP, comme il fallait s'attendre, est intervenue avec beaucoup de brutalité, de répression. Il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés. Quand nous nous sommes réfugiés sur le président Tshisekedi, sur les boulevards, je rencontrais ces jours-là le jeune Félix. Je ne l'avais pas connu jusqu'à parce qu'il était à l'internat. Et alors, depuis lors, nous sommes ensemble. Il a évolué à Bruxelles, moi ici au pays. Et le dessin a fait que... Quel rapport aviez-vous au parti? Nous avons de très bons rapports. D'ailleurs, quand j'étais
j'étais le dernier homme politique de l'UDPS à être arrêté. De septembre à décembre, moi j'étais à Makala, j'étais en prison. J'étais très ému quand il m'a rendu visite en prison. Il y a une photo qui avait circulé. Et donc quand nous devenons respectivement président et Premier ministre, on a eu des très bons rapports. On dit qu'on vous bypassait ou qu'on ne vous faisait pas confiance au point qu'il y a eu des programmes présidentiels qui ont été lancés notamment à 100 jours sans votre implication. Oui, il faut dire que dans un régime semi-présidentiel, le président préside. Mais c'est le gouvernement qui arrête et détermine la politique de la nation. Ouais. Si le président a besoin de choses, il s'adresse au gouvernement et les gouvernements répercutent au niveau des ministères, etc. Bon, là, il y a ce qu'on appelle la crise de l'enfantement. Ça fait que très souvent, ce n'était pas bien respecté. Mais en gros, les choses se sont très bien passées. Il y avait une série de rencontres, d'audiences entre moi et le président à l'OUA, et les choses s'y passaient bien. Si bien que dans une interview, oui. Vital Caméré, son directeur de bureau de l'époque, avait déclaré que sous Bruno Tshibala, la cohabitation était excellente. Après, les choses se sont détériorées après, jusqu'à occasionner la rupture au sein de la coalition FCC-CACH. Oui. Jean-Pierre, en politique, j'en sais beaucoup des choses. Des divergences, des incompréhensions, des déchirements entre compagnons, entre alliés, et tout ça finit, et toujours parfois par apparaître. Vous savez, la politique, comme disait un philosophe, c'est comme le dieu grec Janus. L'idéal uni rassemble et les intérêts, etc., divisent. Il y a eu ce qui ne devait pas arriver qui est arrivé. De votre point de vue, cette alliance était-elle salutaire pour la République? Kabilistes et tshisekidistes, ensemble. L'alliance était nécessaire. Vous savez, 4 jours après que le président Félix ait prêté serment, oui. Le président Kabila me reçoit dans son bureau des GLM. Je vais vous surprendre tout ce qu'il va me dire. Monsieur le Premier ministre, aidez le président Tshisekedi. C'est ce que Joseph Kabila vous a dit. Oui, il me dit. Il faut aider le président Tshisekedi. Nous tous, au niveau du FCC et les membres du gouvernement, il faut aider le président Tshisekedi. Il faut les soutenir. Sa réussite, ça ne sera pas la réussite de son parti, l'UDP Tshisekedi, ça sera la réussite de l'ensemble. On dit pourtant que vous, FCC, vous mettiez des bâtons dans les roues. Non. Dans les 4 premiers mois de la cohabitation, aucune peau de banane, pas de roues, pas de cal, comme on dit. Tout s'est très bien passé entre le président Tshisekedi et nous, d'autant plus que nous étions dans une coalition. Donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait de peau de banane et autre chose. Nous tous, on tenait à ce que ces nouveaux pouvoirs connaissent une réussite. Il y a des détracteurs pour revenir à votre action en tant que Premier ministre qui disent que vous vous êtes accordé, vous ainsi que vos collaborateurs ministres, une retraite dorée en signant, en vous accordant des avantages, certains allant jusqu'à vie. Monsieur Bruno Tshibala, comment répondez-vous à ces accusations en faisant référence au décret que vous aviez signé? Vous savez, Jean-Pierre Kayembe, qu'il y a dans la vie deux catégories de citoyens. Il y a des gestionnaires de la parole qui,
colportent à coups de vent des contre-vérités. Et il y a des hommes formés et des gens qui ont exercé des fonctions qui leur permettent de connaître les fonctionnements des institutions de l'État. Oui. Dans un gouvernement, le cadre approprié pour prendre des décisions, c'est le Conseil des ministres. Ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas un ministre, c'est le Conseil des ministres. Même quand il y a une décision qui serait influencée par le président, on ne dit pas que le président a décidé, on dit que c'est le Conseil des ministres. Et l'autorité habilitée à formaliser des décisions prises par décret, c'est le Premier ministre. Il s'est posé le problème des indemnités à allouer aux anciens membres du gouvernement, parce qu'ils estimaient que les députés reçoivent un pécule après le mandat et pourquoi pas eux ne pouvaient pas aussi bénéficier de l'État qu'ils ont servi une indemnité. Après débat, nous avons levé l'option de leur accorder une indemnité insignifiante du reste, qui devait représenter, si ma mémoire est bonne, environ 20 ou 25% de l'indemnité touchée par le ministre en fonction. Malheureusement, la législature 2018-2023 a rejeté. C'est là, vous le regrettez après, parce que combien je recevais à mon bureau à Solferino pour me dire on n'avait pas compris la portée de ce décret, il fallait le laisser être exécuté. Et donc, c'est dans ces conditions que j'ai eu à prendre ce décret. Et donc, les avantages qui avaient été prévus par ces décrets ont été annulés, ne sont pas... Jamais été appliqués. Jamais appliqués. Vous estimez donc que la République vous doit? Oui, Jean-Pierre. Je me suis dédié à cette République. Pendant 30 ans, 3 décennies et quelques, j'ai lutté, j'ai traversé ce fleuve par pirogue à Pagay à 2h, 3h du matin. J'ai failli être noyé sur le fleuve au niveau des chutes de Ouagenia, en allant à la prison de Essio, 30 km de Kisangani, à pied. J'ai failli être dévoré par un léopard. J'ai organisé les élections qui ont conduit, comme on l'a dit tout à l'heure, à la première alternative historique du pays. Mais mes droits, c'est-à-dire mon salaire, c'est depuis 6 ans que cela n'est pas payé. Pour tous les 3 premiers ministres, ils sont succédés depuis 2019. C'est le dernier de leurs soucis. Avez-vous cherché à entrer en contact avec eux? Je vais vous étonner en vous révélant que même les courriers leur adressés et même les téléphones, ils ne le prennent pas. Et ce, malgré les instructions données par la hiérarchie. Et donc, allez-y, comprendre quelque chose. Et pourtant, s'il n'y avait pas l'organisation de ces élections, ils ne seraient pas là où ils sont arrivés. Donc, je vous dis que non seulement les avantages n'ont jamais été touchés, prévus par le décret de 2012 signé par M. Matata, en ce qui concerne les anciens premiers ministres, mais les salaires de celui qui a organisé les élections de 2018 ne sont toujours pas. Avez-vous cherché à rencontrer le président toujours pas sur cette question? Oui. J'avais un enfant qui était sur le point de mourir. J'ai contacté
quelqu'un pour lui dire que je vais perdre l'enfant. Le président a dû demander à ce que l'on paye. C'était du temps de Nicolas Kazadi. En gros, ça n'a pas été payé. Ça n'a pas été payé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la démarche d'être payé. Merci bien. Maintenant, on ne peut pas vous recevoir sans vous poser la question sur le regard que vous portez sur la gouvernance actuelle. Vous avez pris 6 ans d'observation. Quel regard vous portez sur la gouvernance du Tshisekedi? Je ne vais pas me attarder sur cette question pour des raisons personnelles. Mais j'estime que des efforts doivent être faits pour améliorer cette gouvernance. Il y a des choses qui ne vont pas selon vous. Oui. Quand vous entendez la foire au détournement, des dénonciations à gauche, à droite. Voilà, j'entends des dénonciations, des révélations, des choses. Je ne dis pas que, dans la mesure où ce n'est pas confirmé par les tribunaux, que tout cela est vrai, mais j'estime qu'il faille faire des efforts énormes pour essayer d'améliorer la gouvernance. Tout à l'heure, je devais dire que quand j'étais dans la tribune, quand le président prêtait serment, le président entrant prêtait serment, je me suis dit, là, les Congos entrent dans une nouvelle tradition, à un nouveau départ, qui va lui permettre d'aller plus loin et plus haut. Voilà pourquoi je pense que les efforts doivent être faits pour améliorer la gouvernance et nous permettre de vivre ce que, à la conférence nationale, le président Tshisekedi avait dit, le véritable changement. On n'est pas dans ce que vous aimiez à l'époque, le peuple d'abord. En fait, le peuple d'abord, c'est une traduction nouvelle du changement. Nous voulions, parce que dans notre projet de société, nous luttons pour la démocratie, la liberté, la justice, la solidarité et l'épanouissement matériel, spirituel, intellectuel du peuple, bref, le progrès social. Et donc, par le peuple d'abord, c'était d'arriver à opérer le progrès social du peuple congolais. Pendant ces 6 ans, est-il arrivé qu'on vous consulte sur une question qui touche à la marche de la République en tant qu'ancien Premier ministre? Lorsque je suis allé présenter ma démission au président, le 20 mai 2019, nous sommes convenus que nous resterons en contact. Le président m'a remis son numéro du portable, et il avait le mien, et on s'est retiré en nous disant on reste en contact. Mais malheureusement, vous aviez relevé tout à l'heure les actions de la Camarilla, et donc l'entourage. Depuis ces jours-là, on avait cessé d'être en contact. Jusque dernièrement, quand nous nous sommes rencontrés avec le président, au deuil de l'enfant d'un compagnon à nous, M. Marcel Mbayo, et là, on s'est dit bonjour. Et j'avais demandé à ce que je le vois pour parler de mes droits qui ne sont toujours pas payés pendant 6 ans. Et donc, je n'ai jamais été consulté sur quoi que ce soit. Tout ce qui se fait, je le suis comme tout le monde à la télévision. Quand la rupture FCC-Cash arrive,
beaucoup de ténors du FCC ont traversé avec armes et bagages pour former ce qui deviendra l'union dite sacrée. Comment expliquer que Bruno Tshibala, qui a pourtant une certaine proximité idéologique avec Félix Tshisekedi, n'ait pas accepté de rejoindre son appel à former une nouvelle plateforme politique? Comment expliquer cette constance politique? D'abord, M. Jean-Pierre Kayembe, il faut savoir que le nomadisme politique est quelque chose de morbide, quelque chose de morbide à notre classe politique. Dans mes décennies de combat, j'ai beaucoup vu et connu. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Mais en politique, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui y viennent par conviction et ceux qui sont là par opportunisme. Et donc, il y a ceux qui arrivent en politique sans avoir des convictions sérieusement élaborées de principe et qui changent de camp à tout vent. Mais en ce qui me concerne, comme je disais, j'ai des convictions. Vous avez fait le choix de rester avec l'ancien président. J'ai fait le choix de la constance et je ne suis pas, je ne le suis pas suivi. Je ne les ai pas suivis, je suis resté fidèle à moi-même. Est-ce que vous êtes considéré là-bas au FCC? Êtes-vous consulté aussi? Je suis fier. J'éprouve une légitime fierté lorsque les barons du FCC reconnaissent et mettent souvent en exergue mon ancienneté dans le combat politique et ma grande expérience. Mais aussi, je suis très apprécié et très respecté par beaucoup d'entre eux. Ça me va tout droit au cœur. À ce moment, il traverse une période de tempête. Enfin, le FCC traversait une période de tempête. Une série de partis sont en difficulté en ce moment. Pour certains, notamment le PPRD, on demande la dissolution. Pour d'autres, la suspension. On tourne cette émission au lendemain d'une plénière très agitée au Sénat où l'on demandait notamment la justice demande la levée des immunités de l'ancien président. On l'accuse de beaucoup de choses. Vous avez l'occasion de vous exprimer sur ce que vous inspire ces feuilletons, M. Bruno Tshibala. M. Jean-Pierre Kayembe, je disais tout à l'heure que lorsqu'il y a eu passation pacifique, civilisée, démocratique du pouvoir entre le président Tshisekedi et Joseph Kabila, dans la tribune, j'avais versé des larmes. Des larmes de fierté. Des larmes de fierté et de joie. Lorsque les gens se permettent de jeter de l'huile au feu, de poser des actes qui amplifient les déchirements, j'ai tendance à leur dire qu'ils ont tort et qu'ils seront condamnés par l'histoire.
je pense que tout doit être fait. Tout doit être fait et mis en œuvre pour que ces deux acteurs Kabila et Tshisekedi, majeurs de la vie, politique nationale, ouais, se réconcilient et se mettent ensemble. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Il faudrait que les uns et les autres sachent que la paix a un prix. Que sans la paix, aucune chose valable ni durable ne pourra être faite dans ce pays. C'est presque un appel que je lance. Nous avons intérêt à nous retrouver, à mettre fin aux divisions et à nous entendre. à vous entendre. Il y a plusieurs processus de paix en cours en ce moment, tantôt à Doha, tantôt à Washington. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui consulte. Ici au pays, il y a le conseiller spécial Eberhard qui a consulté également une partie de la classe politique. On a vu quelques figures se présentant au nom du FCC être reçus. Mais il y a aussi la Senko. Je voudrais savoir, M. Bruno Tshibala, ce qui vous inspire, tous ces processus. Ne dit-on pas que qui trop embrasse mal être? Je crois que, au regard de la situation, je pèse mes mots, Oui. un peu dramatique qui prévoit actuellement dans le pays. Il y a un seul cadre approprié pour permettre aux Congolais de se retrouver, poser les diagnostics de la crise et dégager la thérapeutique nécessaire pour sauver le pays. Ces cadres, c'est Ces cadres, c'est le dialogue national entre Congolais qui devrait être piloté par le prélat catholique et protestant. Vous soutenez donc l'initiative conjointe de la Senko et des évêques protestants? Je soutiens totalement cette initiative. Parce que le conseiller Béran a fait. Je souhaite que tout soit mis en œuvre pour que... Pourquoi vous n'avez pas rencontré le conseil spécial Béran? Je n'ai pas été consulté par Ebérandé. Vous connaissez pourtant, vous êtes tous. Tant mieux, parce que j'estime, comme je disais tout à l'heure, que le cadre idéal pour arriver à résoudre les problèmes qui se posent au pays, ce n'est pas les consultations que ferait le conseiller Ebérandé, mais c'est le dialogue piloté par les évêques qui pourrait nous amener la paix. Et comme ça avait été le cas, après trop de déchirements, en 1902, à San City, lors du dialogue En 2002. Congolais. En 2002, lors du dialogue inter-congolais. Vous dites que on est du même parti. Avec Béran Kolongele. Non, moi, personnellement, je ne le connais pas. Vous ne les Je connaissez n'ai pas lutté avec lui. Je suis convaincu qu'il est venu au parti après 2017. Il y a beaucoup de figures. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas le truchement de M. Kabound. Okay. Il y a beaucoup de figures aujourd'hui qui se revendiquent d'élu de PES, mais que vous n'avez pas connu ni laissé. Vous savez, le peuple ancien de l'Amérique latine, les Incas, ils disaient que lorsque la bête est debout, il y a moins de braves. Mais lorsqu'elle est à terre, beaucoup se pourlèchent les lèvres et aiguisent des couteaux. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se réclament de l'UDPS. Mais moi, je vais vous dire, nous sommes à deux au bureau du président Tshisekedi en 1900.
1983. Nous avons le jeu ouvert vers le plafond. Le président Tshisekedi me dit, Bruno, si nous n'avions ne fût-ce que 200 000 Zaïrois à mobiliser dans la rue, le président Mobutu fuirait, prendrait son hélicoptère et on ne les retrouverait même pas à Kawele, mais au-delà, en Centrafrique. Donc, je suis habitué à ce genre de choses. Bien, vous êtes habitué. On commence à atterrir. Aujourd'hui, pensez-vous que l'opposition joue concrètement son rôle? Pensez-vous que l'espace politique est assez ouvert et que ceux qui ont des points de vue contraires les expriment en toute liberté? L'idéal aurait été que l'opposition joue véritablement son rôle de contrepoids au pouvoir en place. Qu'elle développe les critiques constructives pour améliorer la gestion démocratique institutionnelle du pouvoir, mais aussi et surtout qu'elle développe sa capacité de proposition pour s'ériger en force alternative crédible. Mais aujourd'hui, je crois que des efforts doivent encore être faits pour que le cadre soit beaucoup plus ouvert et qu'il y ait moins de contraintes lorsque les gens exercent les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, comme nous l'exigeons dans notre lutte contre la dictature de Mobutu. Et personnellement, quel rôle souhaitez-vous encore jouer dans la construction du pays? Vous savez, Jean-Pierre, moi, je suis un serviteur des grandes causes. Dans la construction du pays, je pourrais me contenter de tout ce qu'on pourrait me confier, pourvu que j'apporte ma modeste contribution à l'édification du pays. Si vous aviez un message adressé au président Tshisekedi qui va indiscutablement nous suivre, ce serait lequel? Si j'ai un message à adresser au chef de l'État, je lui rappellerai qu'il est le fils d'un homme politique célèbre, d'un opposant de renom, fervent artisan du dialogue, de la réconciliation et de la paix. De tout le temps, lorsqu'il y a de crise, il a toujours préconisé le dialogue pour déboucher sur la paix. Et c'est toujours insurgé contre une persistance de crise pour sauvegarder les vies humaines, les vies des Congolais. Je lui demande, et là je veux parler en lingala, Landa Lokolo. Alanda Lokolo, papa. Alanda Lokolo, ya papa. La deuxième chose, je crois que c'est l'année passée, le président avait accordé une interview à madame, j'espère que je prononce bien son nom, Tina Salama. Interview ou échange, c'est sa porte-parole, madame Tina. Ah, voilà. Cette dernière lui avait posé la question de savoir si il avait un regret. Et sans détour, et il était sincère, le président a répondu qu'il regrette la rupture intervenue entre le CACH et le FCC. Et ça, il a dit aussi chez Christian Osakwena. Faut-il approfondir cette fracture? Je termine pas.
Et à l'ancien président qui traverse des moments difficiles en ces moments, avez-vous un message de réconfort à lui adresser? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai connu le président Kabila. C'est un social-démocrate, moi je suis socialiste, mais nous sommes tous les hommes de gauche. C'est dans le malheur, dans le peine, qu'on reconnaît le caractère de grand homme. Je suis solidaire avec lui et je demande ou je souhaite que quelques jours qui ne sont pas lointains, il essaye de retrouver la quiétude qu'il mérite après avoir abattu un travail de titan à la tête de notre pays pendant 18 ans. Et aux jeunes qui vous regardent et qui vous prennent pour modèle? Les jeunes qui me regardent, je leur dis qu'ils prennent conscience qu'ils sont la force du renouvellement et des relèves. Les Congos de demain, c'est eux. Qui s'imprègnent des valeurs cardinales sur lesquelles elles sont fondées d'autres jeunes pour faire de grands pays de par le monde, qu'ils vénèrent la valeur du patriotisme, du travail bien fait, le sens de l'abnégation pour contribuer à la grandeur de notre pays. Est-ce qu'on a tout dit ou vous pensez qu'il y a encore un autre sujet qui vous passionne, sur lesquels nous ne sommes malheureusement pas revenus? Non, je pense que pour une première sortie après 5 ans de silence, Jean-Pierre Kayembe, vous avez presque abordé l'ensemble des questions sur lesquelles l'opinion aurait voulu entendre ma réaction. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait de venir ici signer votre rentrée médiatique, rentrée politique. On vous souhaite encore une longue vie. Vous avez une expérience, des choses qui peuvent encore intéresser notre pays dans le processus de sa pacification et de sa construction. Jean-Pierre, c'est moi qui vous remercie. Merci également au public. Merci pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien, avec délectation, vous avez pris ou passé du bon temps de télé. Continuez à nous regarder, à vous abonner sur notre chaîne. Et n'oubliez pas que la réconciliation véritable commence là où finit l'orgueil. Portez-vous bien. Salut.